Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. L'hommage et l'émotion au lendemain de la mort d'Alain Bashung, l'un des artistes les plus importants de la scène musicale française, s'est éteint à l'âge de 61 ans. À suivre ce soir de nombreuses réactions et témoignages. Dans l'actualité également, nous reviendrons sur les affrontements qui ont eu lieu au Mureaux la nuit dernière. Les policiers évoquent un guet-apens. Une vingtaine d'entre eux ont été blessés. Les Français surendettés, attention danger, les banques sont-elles trop laxistes? Nous verrons quelles sont les mesures envisagées par la ministre de l'économie contre le surendettement des ménages. Les gynécologues lancent un appel et alertent les couples avec un message clair: faites des bébés plus tôt. Seuls 35% des femmes de 40 ans qui souhaitent avoir un enfant y parviennent. Nous verrons pourquoi. Que s'est-il passé cet après-midi sur la pelouse de Twickenham? Le 15 d'Angleterre a infligé une leçon de rugby au 15 tricolore. Et puis en football, que s'est-il passé à l'Olympique Lyonnais? Défaite à domicile ce soir face à Auxerre. Le championnat de France de Ligue 1 est totalement relancé avant le match PSG-OM. Enfin, cinéma avec le dernier film d'André Téchiné, La fille du RER, film inspiré d'un fait divers qui avait fortement troublé l'opinion en 2004. Une jeune femme avait alors inventé son agression à caractère antisémite. Avec nous pour en parler, Catherine Deneuve et Émilie Dequesne. Bonsoir et à tout à l'heure. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous. L'actualité de ce dimanche, c'est donc tout d'abord l'émotion suscitée par la disparition d'un grand monsieur de la chanson et de la scène française. Alain Bashung était un artiste qui a donné à la définition du rock tout son sens. Dans sa musique, on retrouvait l'esthétique, la poésie et ses combats. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Mort hier à l'âge de 61 ans, entouré des siens, le président de la République évoque un prince qui nous a quittés. On va écouter ce soir de nombreux témoignages, Raphaël, Nagui, Jane Birkin, mais avant cela, première émotion, celle de son public. Sophie Mézel, Claire-Marie Denis. C'est presque sur la pointe des pieds que les anonymes sont venus rendre hommage à Alain Bashung tout au long de la journée. Une discrétion à l'image du personnage. Et dans ce petit passage de la Goutte d'Or, où le chanteur habitait depuis 3 ans, plane un peu de cette poésie que l'on retrouve dans ses chansons. C'est quelqu'un qui a su, à travers ses chansons, toujours nous livrer des hauteurs intellectuelles extrêmement fines, emplies de volupté, et c'est quelque chose que je n'oublie pas, que je n'oublierai jamais. C'est quelqu'un qui savait placer les choses importantes là où elles devaient être, et qui avait la pêche en plus, qui était un type formidable, quoi. Vraiment, un vrai rocker. Ouais. On n'est pas un immense artiste, si on n'est pas un immense être humain, et lui c'est ce qu'il était, et voilà, je voulais tout simplement poser une fleur parce que voilà, c'est quelqu'un qui va me manquer. Pour ses voisins, c'était avant tout un homme simple et généreux. Il était à l'image du quartier, on a souvent décrié. La Goutte d'Or, ça a souvent une mauvaise réputation, et pourtant il est venu habiter ici. Donc je ne pense pas que ça soit, pour moi c'est pas anodin. Il avait choisi de venir au plus près des gens parce qu'il était comme les gens. C'était quelqu'un qui était anti-star. Tous ceux qui l'ont connu disent aussi qu'il était humble mais enthousiaste, à croire qu'il oubliait parfois lui-même qu'il était Bashung. Alors il y a seulement 15 jours, une image avait ému le public des victoires de la musique, celle d'un homme fatigué mais comblé. Il avait été une nouvelle fois consacré. Avec nous ce soir, quelqu'un qu'il connaissait bien, qu'il aimait et qui était ce soir-là à ses côtés. Bonsoir Nagui, merci d'être avec nous. D'abord, lors de cette cérémonie des victoires de la musique, c'était il y a seulement donc 15 jours, Alain Bashung avait tenu à être présent ce soir-là, c'est cela ? C'était essentiel pour lui, c'était important aussi que ça se passe bien, donc jusqu'à la dernière minute il fallait faire des répétitions, savoir si physiquement il se sentait suffisamment fort, si la voix allait tenir, et ce qui a bouleversé tout le monde évidemment ça a été la faiblesse physique qui est le mal qui le rongeait, mais surtout l'émotion intacte de sa voix qui nous a donné la chair de poule et qui était une preuve encore une fois de ce qu'il était, d'une sensibilité incroyable et d'une force bouleversante. C'est ça, il était extrêmement pudique, mais il a été vraiment touché par cet hommage.
Il était, écoutez, je pense que c'est quelqu'un qui ne courait pas après les honneurs de la République, pour reprendre le résident de la République qu'il chante. Mais cet hommage-là, sans savoir s'il allait l'avoir ou pas, en tout cas, il tenait à être de cette fête. C'était quelque chose d'important pour lui, c'était important qu'il y soit. Il avait aussi cette élégance de ne pas vouloir déranger. Il n'arrêtait pas de nous dire, mais faites comme pour les autres, je serai assis dans le public comme pour les autres, ne vous embêtez pas pour moi. Cette timidité, cette élégance qui nous fait penser que voilà, il ne voulait pas déranger, et c'était aussi sa patte, sa signature et son élégance. Alors vous restez avec nous, tentons maintenant justement de comprendre ce qui a fait le succès de cet artiste, à la fois auteur, compositeur et interprète. Olivier Lenuzza, Daniel Lévy. On dirait qu'on se lit sur les lèvres. Le plus souvent, il apparaissait tout de noir vêtu, solitaire. Et pourtant, Alain Bachung avait besoin des autres pour créer. Peut-être que tout seul, j'ai peur d'avoir trop le nez sur un problème comme ça, et l'autre m'aide à le voir un peu de loin. La nuit, je m'en... Il collabora avec les plus grands auteurs, Serge Gainsbourg, Boris Berman. Mais c'est aux côtés de Jean Faux qu'il adorait s'asseoir. Ensemble, pendant 30 ans, ils écrivent, signent quelques-uns des plus grands succès de la chanson française. Entre eux, une seule règle. Ce souci de ne toujours sortir des sentiers battus, d'aller, je dirais, d'aller non pas où les gens ne l'attendaient pas, mais d'aller où lui-même ne s'attendait pas. Le besoin de trouver le mot juste. Tout ça, ça part de quelques bribes de rêve comme ça. Et en fait, j'attends vraiment les derniers moments pour tout assembler. Alain Bachung, le maître, le père de toute une génération. On pourrait s'embrasser. Il y a toujours ce côté extrêmement poétique, quoi, vraiment de la poésie très profonde et très romantique, presque gothique. Et en même temps, il y avait ce truc populaire, un peu déconne, un peu jeu sur les mots, qui rendait le truc hyper séduisant et assez sexy. Mais le talent ne serait rien sans l'homme. Il a été toujours de si grande générosité, délicatesse me concernant, mais je pense qu'il était pareil avec tout le monde. Un homme tout simplement pudique et plein de bonté. Jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Alors avec nous également ce soir Catherine Deneuve et Émilie Dequesne, on va parler cinéma tout à l'heure. Je vous pose cette question, une réaction, je vous entendais dire sexy également, Bachung. Oui, très sexy, très rocker, très moderne, tellement émouvant et tellement... je trouve que c'était un artiste incroyable. Moi je l'aimais beaucoup et je l'admirais énormément, énormément. Émilie Dequesne. Moi j'éprouve beaucoup de tristesse pour les gens qui l'aimaient. Je connais Bachung comme quelqu'un du public et là maintenant je peux avoir que beaucoup de compassion pour les gens qui l'aimaient, qui doivent souffrir de sa disparition. Alors on vous retrouve tout à l'heure. Juste un dernier mot, Nagui, on va vous retrouver ce soir sur France 2 pour un hommage dès 22h30 au programme, interview et concert, c'est cela? Oui, et comme le disait Émilie, il faut évidemment penser à sa famille, à ses 2 enfants. Il laisse un grand garçon, mais également une petite fille à peine âgée de 7 ans. On leur dédiera bien sûr ce documentaire. Un documentaire où on va revivre quelques grands moments, les derniers taratata, les victoires de la musique, également ses plus grands succès qui ont également été primés. Et son élégance continuera en live, parce que c'est ce que l'on retiendra, c'est la force d'un artiste. C'est que de 77, de son premier album à aujourd'hui, tout ce qu'il a fait est à la fois différent, original, et c'est un artiste que l'on va retrouver sur scène au Bataclan en 2003. Et c'est formidable que France 2 ait bousculé sa grille de programme pour rendre hommage à ce grand artiste. Merci Nagui, et donc à tout à l'heure. Dans l'actualité également, ce dimanche 23, policiers ont été légèrement blessés hier soir à la suite d'affrontements au Mureaux dans les Yvelines. Les forces de police parlent d'un guet-apens. On revient sur cette soirée avec Arnaud Comte et Mathieu Nivengloski. Ce devait être une intervention de routine. Appelés pour un feu de voiture vers 20 h, les policiers sont pris à partie par des individus organisés. Ils ont coupé l'éclairage public et semblent déterminés. Ces projectiles en témoignent. Pierres, bouteilles de verre, cocktail Molotov.
Au cours de l'affrontement, 23 fonctionnaires sont légèrement blessés, dont 10 touchés par des tirs de plomb. Et il tire d'où le tireur? Deux en face, une au milieu de la grille et 2 fois ici aussi. Cette nuit, les premières constatations ont débuté. 8 personnes ont été interpellées, une seule placée en garde à vue. Il s'agit d'un mineur de 15 ans. Plusieurs syndicats de police parlent de guet-apens et s'inquiètent de l'escalade de la violence. On voulait vraiment se faire du flic, on voulait tuer un flic. C'est clair que de ces premiers éléments, c'est ce que ça laisse penser. Michèle Alliot-Marie, la ministre de l'Intérieur, a exprimé son soutien aux policiers blessés et assure que la sécurité dans les quartiers sera renforcée. Il y aura à la fois en quantité et en qualité, si je puis dire, toutes les forces de police nécessaires pour rétablir l'ordre, assurer la paix, protéger les personnes et les biens et interpeller les auteurs des actes d'hier soir. Ces incidents pourraient être liés à la mort dimanche dernier d'un habitant des Mureaux, abattu par la police après une course-poursuite. 2 hommes vivant en couple dans un petit village du Cher, près de Bourges, sont toujours portés disparus ce soir, et cela depuis 6 jours. Les enquêteurs évoquent clairement désormais la piste criminelle. Une affaire suivie par Anne-Guy Épée et Alain Darigrand. Luc Amblard et son compagnon Guy Bordenave ont mystérieusement disparu. Ils vivent dans cette maison à l'entrée du village de Couy, mais depuis une semaine, plus de nouvelles. C'est la famille très inquiète qui a donné l'alerte. Ils étaient étonnés parce que en fait, ils communiquaient par téléphone et puis depuis samedi, ils n'ont pas de... C'est le répondeur. Et il m'a dit, le monsieur, d'habitude quand ils s'en vont quelque côté, ils nous préviennent. À leur domicile, la voiture toujours au garage. Autre détail troublant, les 2 hommes sont partis sans leur téléphone portable ni leurs effets personnels. Dans la nuit précédant leur disparition, les 2 compagnons ont reçu de la visite, selon le témoignage de voisins proches, inquiets pour leur sécurité. Il y a quelque chose qui vous a étonné quand même le samedi soir? Moi j'ai dit c'était étonnant quand même, à 2h30, c'est encore allumé, bon puis c'est tout, nous sommes rentrés chez nous, mon mari est venu chercher. J'ai dit tout simplement, ils reçoivent des amis. Cet après-midi, des plongeurs ont sondé un étang proche du village. Les recherches de la gendarmerie sont menées dans toute la région. Des gendarmes qui semblent privilégier la piste criminelle pour une disparition de plus en plus inquiétante. Ce matin, le drapeau était en berne à la caserne des chasseurs alpins d'Annecy. Hier, un soldat de ce bataillon a été tué en Afghanistan, victime d'un tir de roquette contre son blindé lors d'un accrochage dans l'est du pays. À Kaboul, le reportage de nos envoyés spéciaux Gérard Grisbeck et Mathias Second. Un des leurs a été tué, mais la guerre continue. Encore aujourd'hui, 4 soldats de la coalition ont péri. Toute la journée, les patrouilles se sont croisées sur cette immense base de l'OTAN à Kaboul. Le drapeau français est en berne. Hier, les combats ont duré plusieurs heures dans cette vallée d'Al-Assaï, à 100 km à l'est de Kaboul. Ces images ont été tournées il y a un mois lors d'une précédente opération du même genre. Des forces afghanes appuyées par des soldats américains et français. Cela fait déjà 6 mois qu'avec les forces franco-afghanes, les Français ont mis l'accent sur la reconquête de cette région, cette fameuse vallée d'Al-Assaï, pour ne pas laisser le terrain libre aux insurgés qui s'en servent comme une zone de refuge. Au début de l'opération, un soldat français a été blessé, mais en fin de journée, les talibans ont réussi à tirer une roquette sur un véhicule blindé à l'arrêt. Le chauffeur a été tué. Les combats ont duré plusieurs heures. Les talibans se sont battus avec acharnement. Une trentaine d'entre eux auraient péri. Pas une journée sans combat, la guerre en Afghanistan n'en finit pas. 8 ans après la chute des talibans, chacun attend maintenant la nouvelle stratégie américaine que devrait dévoiler Barack Obama lors du prochain sommet de l'OTAN qui aura lieu dans 3 semaines. Situation toujours confuse à Madagascar. Hier, le principal opposant au pouvoir, Ange Rajoelina, affirmait avoir pris possession du siège du gouvernement. Et aujourd'hui, c'est le président en place qui lui a répondu. Pas question de démissionner. Marc Ravalomanan, qui a proposé un référendum pour sortir de la crise. Sur place, Dominique Derda, Frédéric Ranck. On le disait au bord du chaos, prêt à jeter l'éponge. C'était mal le connaître. Marc Ravalomanan le dit et le répète, il se battra jusqu'au bout. Apparemment, vous avez toujours des partisans. Ah oui, bien sûr. Oui, là. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous avez l'intention de démissionner, comme le demande votre adversaire? Jamais, jamais de ma vie. Le message est on ne peut plus clair. Aux abords du palais de Yavlou, à une douzaine de kilomètres de la capitale, le président malgache sous bonne escorte s'offre un bain de foule. Il y a là au moins 4 ou 5 000 de ses supporters venus l'acclamer.
Notre démocratie est encore fragile, mais comptez sur moi, je ne vous abandonnerai pas. Ne partez pas, reprend la foule. Président, ne partez pas. Marc Ravalomanana en appelle à l'armée, à la gendarmerie, à la police, parmi lesquels nombreux sont ceux qui ces derniers jours lui ont tourné le dos. En tant que chef suprême des armées, je vous dis, n'oubliez pas votre serment à la patrie. Revenez dans la légalité. Hier, Ange Radzoel, le jeune maire de Tananarive, avait osé affirmer que c'était lui désormais qui donnait les ordres. Les choses apparemment ne sont pas si simples. La partie, on le voit, est loin d'être terminée entre le président malgache et son rival, bien malin qui aujourd'hui pourrait dire lequel des deux finira par l'emporter au terme d'un interminable bras de fer qui depuis 3 mois déjà tient tout le pays en haleine. En France, la politique avec le lancement de la campagne du Front National ce dimanche pour les européennes. Jean-Marie Le Pen réussit ses troupes à Arras dans le Pas-de-Calais. Il a fait des institutions de Bruxelles le vecteur, je cite, de la catastrophe économique qui frappe le pays. Le président du Front National qui a fixé à ses troupes comme objectif d'atteindre entre 10 et 11% lors des élections du 7 juin prochain. Il est 20h14. À suivre dans votre journal ce dimanche la mise en garde des gynécologues contre les grossesses tardives, faites des bébés, mais avant 35 ans. Nous verrons pourquoi. Le sport ce dimanche et la gifle reçue par le 15 de France en Angleterre. Et puis en football, la série noire continue pour Lyon. Défaite à domicile 2-0 ce soir face à Auxerre. Le championnat est totalement relancé. Et puis une fiction qui revisite un fait divers, La fille du RER. C'est le dernier film d'André Téchiné avec Émilie Dequesne et Catherine Deneuve. Elles sont avec nous ce soir. Mais avant cela donc, la fécondité en question et le temps passe plus vite que l'on ne croit, selon les gynécologues, par manque d'informations. Certaines femmes de 40 ans ou même de 35 ans sont surprises d'apprendre que leur chance d'avoir un enfant a nettement diminué. Reportage à Marseille, Isabelle Stess et Benoît Jourdan. Enceinte de 7 mois, de jumeaux, à 41 ans. Donc c'est une grossesse spontanée? Voilà, c'est une grossesse spontanée chez mes mères. C'est sûr qu'il ne fallait pas trop attendre non plus. Donc elle est venue spontanément et c'était un beau cadeau de la vie parce qu'en plus on en a 2, donc c'est super. Jeune mariée avec un homme de 10 ans, son cadet, Sandrine, déjà maman d'une petite fille de 2 ans, ne s'est jamais vraiment inquiétée à l'idée d'une grossesse tardive, même s'il lui a fallu 1 an avant de tomber enceinte. Je me suis laissée guider par la vie, je fais partie un petit peu du corps médical, donc c'est vrai que je faisais confiance à mon corps, à ce que je ressentais, et j'ai pas voulu avec mon mari de faire les choses trop vite non plus, donc on s'est laissé porter et puis bon on a eu vraiment là 3 cadeaux du ciel, donc c'est super quoi. Mais les cadeaux du ciel sont rares à plus de 40 ans. La tête, choupinette, boum. Seuls 35% des femmes qui désirent un enfant à cet âge y parviennent. Car si le taux de fécondité est de 25% à 25 ans, il chute à 6, passé la quarantaine. Et les techniques médicales de procréation assistée ne rattrapent pas le retard. Là aussi, les chances sont faibles, 7% de réussite à 40 ans. Les couples ne sont pas conscients de cet aspect-là. Et puis on parle beaucoup des grossesses tardives, on médiatise tellement cela qu'ils ont l'impression qu'on fait un enfant quand on veut, comme on veut. Non, la nature n'est pas comme ça. L'horloge biologique ne permet pas, elle passe avec le temps et elle ne joue pas pour la femme. Et elle ne permet pas nécessairement d'avoir un enfant quand on veut, comme on veut, dans les meilleures conditions possibles. Car une grossesse tardive n'est pas sans risque. 25% des femmes de 40 ans connaissent des difficultés telles que fausse couche ou diabète. Mieux vaut donc se décider avant 35 ans. Les Français s'endettent trop facilement. 180 000 ménages sont d'ailleurs surendettés aujourd'hui. La ministre de l'économie, Christine Lagarde, présentera ce lundi son projet pour réformer le crédit à la consommation. Ses cibles, des banques trop laxistes et des publicités trop agressives. Alors, tout cela sera-t-il suffisant? Certains en doutent. Luc Bazizin, Lorraine, Christophe Lourd. Le pas hésitant. Dominique Pécher parcourt ce marché sans vraiment oser s'arrêter devant les étals. Comme il le dit, pour lui, 1 euro, c'est 1 euro. Alors pas question de s'offrir des petits plaisirs, comme ces fraises. Et pour cause, son taux d'endettement est de 56%. Il a mis le doigt dans l'engrenage des crédits renouvelables et aujourd'hui, il est fiché à la Banque de France et ce compte est bloqué. Ces crédits-là, ils vous donnent facilement, ils vous disent la mensualité, mais on n'a pas trop le taux d'intérêt. On ne sait pas sur combien d'années. En plus, c'est renouvelable, donc de toute façon, on ne sait jamais où on en est. On rembourse 90 € et on a 90 € de pénalité par ailleurs, donc on ne rembourse rien au bout du compte. Alors, pour limiter le risque du surendettement, le projet de loi sur le crédit à la consommation présenté demain prévoit un délai de rétractation rallongé de 7 à 14 jours.
Et pour les organismes de crédit, une consultation obligatoire du fichier qui fait état des incidents de paiement et une mise à jour de ces fichiers en temps réel. Christine Lagarde, ministre de l'économie, souhaite que la relation prêteur-emprunteur soit plus claire. Je crois que c'est dans la transparence, dans la bonne information qu'on peut faire prospérer le crédit consommation. Il vaut peut-être mieux un tout petit peu moins de crédit consommation, mais du bon crédit consommation réajusté avec des taux d'intérêt un peu plus justes aussi. Et un taux d'intérêt justement peut en cacher un autre, comme nous l'avons constaté dans ces différentes publicités où de 3,90% on passe après quelques mois à 20,89%. Plutôt que de donner de l'oxygène aux consommateurs, eh bien, cette forme de crédit qui se répand massivement est en train d'asphyxier et de créer des problèmes de solvabilité des consommateurs dans les mois et les années qui viennent si on n'y met pas un terme. Dorénavant, la publicité devra clairement indiquer qu'un crédit vous engage et doit être remboursé. Le moyen aussi d'éviter que les tentations ne coûtent en fin de compte trop cher. Le grand format ce soir est l'histoire poignante d'une mère de famille de 37 ans qui est victime d'un cancer et qui se sait condamnée à souhaiter trouver elle-même une famille d'accueil pour ses 4 enfants. Témoignage ce soir et reportage signé Laetitia Lejambé et Frédéric Capon. Depuis des mois, Marie-Laure Picas se bat contre son cancer qui s'est généralisé, contre les administrations aussi, afin qu'elles acceptent de confier ses 4 enfants, après sa mort, à une famille d'accueil qu'elle a elle-même choisie dans son village. Voilà, accueil provisoire, c'est bien marqué. C'est pour cela que cette mère de 37 ans a médiatisé son histoire. Organiser la vie après soi, pour elle, c'est un droit. C'est pour cela qu'elle a réuni ses amis, afin de poursuivre, au besoin, son combat. Avec un peu de chance, je l'aurais peut-être eu le temps. Mais qui dit que je l'avais le temps? C'était pas sûr. Jusqu'au bout, on va continuer. Et les choses qu'il y aura à faire, qu'elles soient là ou qu'elles soient plus là, je continuerai à les faire. Pour les gamins. Il y a 4 mois, ses médecins lui donnaient quelques semaines à vivre, tout au plus. Alors Marie-Laure s'est accrochée pour tenir jusqu'aux fêtes. Un week-end à Euro Disney en famille, puis Noël a comblé tout son petit monde de cadeaux. Depuis, la fatigue s'est installée. La famille d'accueil a pris le relais. Âgés de 2 à 11 ans, ses enfants dorment désormais sous un autre toit que le sien. À mon avis, ils n'ont pas encore réalisé ce qui allait leur tomber sur le coin du nez, quoi. Ça, à mon avis, bon, ils savent que je vais mourir, mais bon. Vous leur avez parlé de la maladie. Ils savent tout, mais bon, pour l'instant, ils réalisent pas parce que je suis encore là. Je suis encore là, je parle, je fais l'andouille avec eux quand ils sont là. On fait plein de trucs, donc ils se rendent pas compte. Une bonne dose d'humour, une volonté sans faille, ses seules armes pour affronter la vie qui ne l'a pas épargnée et une maladie qu'elle a apprivoisée petit à petit. Ce qui est tabou, c'est la mort. On n'en parle pas. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. J'ai l'impression d'être la seule à en parler. Que bon, bah c'est pas une chose dramatique. De toute façon, on doit y aller, on y va, c'est tout. Du moment que tu sais que tu es condamné, que tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, chose que j'ai faite, bah après, chaque jour en plus, c'est un bonus supplémentaire. C'est-à-dire que c'est une journée de gagner, bah, c'est une journée à déconner. Quand je la revois vivre malgré ça, je me dis au fond, c'est elle qui a raison. Il faut l'approcher comme ça. Il ne faut pas l'approcher tristement. J'ai vu une autre idée de la mort qu'avant. À ses enfants, sa seule richesse, elle dédie son livre testament, dont les droits leur seront reversés, en espérant qu'à l'avenir, ils puissent répondre à leurs questions et leur laisse l'image d'une mère et d'une combattante jusqu'au bout. Un dimanche de sport et des défaites qui font beaucoup parler ce soir. D'abord en rugby, il faut le dire tout simplement, la France a subi une correction en terre britannique. L'Angleterre s'impose finalement 34-10, le résumé d'un cauchemar à Twickenham avec Christophe Duchiron et Frédéric Bazille. Dès la première minute de jeu, alors que les Bleus ont la tête au printemps, aux petits oiseaux et aux robes légères, les Anglais lancent les débats sur les chapeaux de roue. C'est le premier essai du match, il est signé Cueto. On annonçait une rugueuse confrontation, mais sur le terrain, il aurait fallu 2 équipes. Or, en première période, il n'y en a qu'une. On ne voyait que des blancs éclatants de santé, gagnant sans peine la bataille des muscles et des neurones. Deuxième essai de Floutet, 17-0. Déjà, le bateau bleu prend l'eau, mais ce qui suit est un naufrage. Il y a des fuites partout. Avant la mi-temps, le 15 de France va encore encaisser 2 essais par Armitage et Worsley. Le stade est aux anges et les entraîneurs français au 36e dessous. C'est Twickenham morne pleine. En deuxième période, vu que pour la victoire c'est râpé, il reste l'orgueil et la fierté. Sauf que les Anglais repartent en fanfare en marquant un essai de Floutet, 34-0. C'est un désastre, une déculottée monumentale.
Mais curieusement, c'est quand ils ont les fesses rouges que les Français retrouvent un semblant de réaction. Ils ont marqué 2 essais, admettons que ce soit pour l'honneur, le score final, 34-10. Ce qui est encore décevant aujourd'hui, c'est d'avoir à prendre cette déculottée pour pouvoir réagir derrière et jouer par réaction et pas vraiment prendre les devants des choses pour franchir ce palier qui nous manque aujourd'hui. Après le match, les Anglais avaient le triomphe modeste. Ils avaient surclassé des Bleus tout pâles, alors était-ce la peine de rajouter? Et puis, autre défaite qui sera certainement largement commentée dans les heures qui viennent, c'est celle de Lyon au championnat de France de football. Après l'échec en Ligue des Champions, l'OL perd pied en Ligue 1. Auxerre est venu s'imposer 2-0 ce soir au Stade Gerland. L'enjeu du match de ce soir entre le Paris et Marseille est donc encore plus fort. Et c'est le championnat de France qui est bel et bien totalement relancé. Le cinéma ce dimanche avec le dernier film d'André Téchiné. On y retrouve sans surprise son actrice fétiche, Catherine Deneuve, mais également Émilie Dequesne, qui sont nos invités ce soir. Le réalisateur a souhaité s'inspirer d'un fait divers qui avait troublé la France il y a 4 ans, avant de retrouver nos invités. Le film vu par Pascal Deschamps et Christophe Vignal. Je suis profondément désolée de tout ce qui est arrivé par ma faute. Il y a 3 ans et demi, le mensonge de cette jeune fille avait bouleversé la France. Fondé sur l'étude du dossier, le film d'André Téchiné revient librement sur l'un des faits divers les plus médiatisés et politisés de notre époque. Une jeune femme a été prise à partie par 6 hommes armés de couteaux, ils la croyaient juive. Je m'appelle Jeanne Fabre, je suis née le 18 février 1987. J'ai pris le RER ce matin aux alentours de 6h30. Un film construit en 2 parties. D'abord les circonstances qui amènent cette jeune fille fragile à inventer l'agression, puis les conséquences de son incroyable mensonge. C'est une espèce de deuxième partie où elle est prise complètement au dépourvu, évidemment, où elle est dépassée par des événements et où elle est en quelque sorte broyée par son propre mensonge qui prend une dimension médiatique absolument tempétueuse. Hein, c'est la tempête. Je dois te conseiller de faire part de tes doutes à la police. À la police, mais tu te rends pas compte? C'est ma fille unique. Autour de Jeanne, des personnages vont se retrouver mêlés malgré eux aux mensonges, comme l'avocat Samuel Blechstein, interprété par Michel Blanc, qui se souvient de l'affaire. D'abord, ce qui m'a révolté, c'était l'idée que ça puisse être vrai, et qu'il puisse y avoir des agressions antisémites dans le RER. Et puis ensuite, c'est finalement le flottement des politiques et l'empressement pas très responsable des médias. Ils ont quand même délibérément choisi de communiquer sur la base d'un dossier judiciaire vide. Le film ne juge personne, et surtout pas cette jeune fille, qui garde aujourd'hui encore son mystère. Et avec nous, la mère et la fille du RER. Rebonsoir Catherine Deneuve, rebonsoir Émilie Dequesne. Je voulais juste qu'on revienne sur quelque chose clairement. Vous dites toujours oui à André Téchiné, même avant de lire le scénario? Je peux dire que oui. C'est vrai qu'en général, il me parle d'un projet de film comme ça, sur une envie qu'il a qu'on refasse un film ensemble. Mais en général, quand il m'en parle, le scénario n'est pas fini. Je connais un peu l'histoire, mais il met assez longtemps à écrire le scénario. C'est quoi? C'est votre frère de cinéma, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il y a C'est de mon plus frère de en lui? vie. Votre frère de vie. Et il a quelque chose de bon, vous dites. C'est rare dans ce métier? Il a quelque chose de bon, ça c'est à titre personnel, mais pour parler de lui comme metteur en scène, c'est quelqu'un qui a une grâce et une élégance dans sa façon de filmer. Je trouve qu'il arrive toujours à être tellement près des acteurs et rester tellement près du sujet, parce qu'il raconte toujours une histoire. Même s'il raconte toujours des personnages, c'est toujours des personnages qui sont toujours hors des conventions sociales, qui sont très proches, qui ont des sentiments très forts, mais il y a toujours une histoire. Et ça reste quelque chose pour moi de très mystérieux, ce qu'il arrive à réussir comme équilibre. Alors vous dites de lui qu'il aime les gens qui cherchent et pas les gens qui trouvent. Émilie Dequesne, est-ce que vous avez cherché à comprendre qui était cette jeune femme, justement, cette fille du RER? Pour dire la vérité, j'ai cherché à comprendre qui était la jeune femme qu'il avait inventée pour son scénario, même si cette jeune femme existait dans la réalité. Jamais en voulant vous rapprocher de la jeune femme qui avait effectivement inventé cette histoire. C'est-à-dire que le fait divers est un point de départ, c'est important dans ce film, mais ce qu'il en a fait est un vrai film de cinéma, et le personnage de Jeanne est un vrai personnage de cinéma. Elle n'existe pas. Certes, la personne qui a commis ce mensonge existe certainement, mais dans ce film, c'est totalement cinématographique. Est-ce que toutes les deux, vous aviez été marquées par ce fait divers? Est-ce que vous y aviez cru? D'abord, Catherine Deneuve. Absolument. Oui. Absolument, parce que ça, c'est la force et la responsabilité des médias. C'est que ce qui est écrit dans les journaux, comme il y a toujours des faits réels,
des faits d'actualité graves. Un fait divers, voilà, ce qui est grave, c'est que ça a été monté en épingle. Et puis les politiques ont repris également cette affaire. Que ça a été politisé très vite, que c'est monté très haut, trop haut, très vite, et que c'est retombé aussi vite. C'est ça qui est quand même assez grave. Émilie Dequesne, vous y aviez cru? Moi, j'avais trouvé ça troublant. C'est-à-dire que, troublant. malheureusement, je ne souhaite pas de violence physique aux personnes, mais l'idée que les croix gammées, qui sont en elles-mêmes très violentes, n'aient été que dessinées sur le ventre, enfin, je trouvais ça assez troublant. J'y croyais, forcément. Enfin, on ne peut pas remettre en cause quand les choses sont portées comme ça dans les médias, mais je trouvais ça un peu troublant. Catherine Deneuve, est-ce que André Téchiné cherche à trouver des excuses à cette jeune femme? Non, mais il ne cherche jamais à donner d'explications sur les personnages. Il a toujours des personnages qui sont un petit peu décalés par rapport, disons, aux normes de la société, encore une fois. Mais il ne cherche jamais à donner des excuses et des explications. Le personnage d'Émilie, de ma fille, par exemple, est un personnage, je trouve, assez opaque. On comprend que c'est une fille fragile, qu'elle est mythomane, que sa mère le sait. Donc il a dédramatisé complètement l'incident du RER. On sait dès le départ on voit que c'est elle qui s'inflige ses blessures, donc on sait tout ça. Mais il a une façon de dédramatiser tout ça et de rendre ça troublant et surtout de ne pas juger. Émilie Dequesne, une petite question basique. Comment ça se passe un tournage avec Catherine Deneuve? Mais ça se passe bien. Fais attention, je suis là. Voilà, ça se passe bien. Comment je peux en parler avec Catherine, moi, maintenant? Non, ça se passe bien. En plus, on jouait mère et fille, donc forcément... Il y a une vraie relation, une vraie proximité. Oui. Vous la surprotégez un petit peu dans le film. Et elle s'occupait bien de moi sur le tournage. Oui, voilà, plus dans le tournage que sur le film, parce que dans le film, je sais à qui j'ai affaire. Enfin, on voit bien que c'est une femme qui a élevé sa fille seule, elle est veuve, mais elle est un peu désemparée. On sent bien qu'elle connaît un peu la mythomanie de sa fille. On voit bien qu'elle y croit quand elle lui raconte ça, elle a un choc, mais en même temps, elle n'y croit pas tout à fait. Donc c'est une femme quand même qui est dans le désarroi et qui essaye de comprendre quand même. Merci à toutes les deux. Vous rêvez toujours de théâtre? Évidemment. Et vous, Catherine Deneuve? Non, moi j'y vais comme spectatrice au théâtre. Jamais théâtre? Toujours pas? C'est un cauchemar. C'est un cauchemar? Oui. C'est pas un rêve, ok. Mais j'aime beaucoup le théâtre. Merci. Tu viendras me voir. Voilà. Voilà. Merci, vous pouvez rester avec nous. On va regarder ensemble le box-office, classement des sorties cinéma de la semaine. Et c'est un très bon démarrage pour Welcome de Philippe Lioré, un film avec Vincent Lindon. Puis l'enquête, un thriller hollywoodien dans l'univers de la finance avec Clive Owen et Naomi Watts. En troisième position, Onboard, un film d'épouvante américain, ça marche souvent. Et enfin, Loin de la Terre brûlée avec Charlize Theron et Kim Basinger. Vous avez vu justement le film de Philippe Lioré, Welcome? Pas encore. Pas encore, je suis en tournage. Non, pas encore, je ne suis pas en tournage, mais je n'ai pas pu le voir. Mais ce sera fait d'ici les 48 heures. 48 heures. Ah oui, oui. Alors, comme chaque dimanche, l'agenda de la semaine. À venir, mardi, les députés votent sur le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Le Premier ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement sur ce texte. Mercredi, le Comité national olympique choisira la ville qui représentera la France dans la course à l'organisation des JO d'hiver de 2018. Grenoble, Annecy, Nice et Pelvoux sont en lice. Et puis, jeudi, grande journée d'action sociale. Les syndicats se mobilisent afin de tenter d'infléchir la politique du gouvernement sur l'emploi et les salaires. Avant de terminer le journal, un rappel sur l'une des principales informations aujourd'hui. L'équipe de France de rugby a le blues ce soir. Le 15 tricolore a été corrigé à Twickenham cet après-midi. Défaite 34-10 face à l'Angleterre. L'Irlande, quant à elle, reste toujours en course pour le Grand Chelem dans le tournoi Destination. Et tout le monde pleure Alain Bachung. Et tout le monde pleure Alain Bachung. Merci à vous d'être venu sur le plateau et d'avoir témoigné justement sur la mort d'Alain Bachung. Voilà pour toute l'actualité de ce dimanche. Merci à vous pour votre fidélité tout au long du week-end. Tout de suite la météo. Nathalie Riouet, 20h35, cinéma Chouchou avec Gad Elmaleh. Et puis, dès 22h30, France 2 bouleverse justement ses programmes. Hommage à Alain Bachung présenté par Nagui. Pour l'information, demain vous retrouverez dès 6h30 dans Télématin Sophie Le Saint. À 13h, Élise Lucet. Passez une très belle soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.